de la République pour chaque... Cette belle musique, agitez les fanions au-dessus de vos têtes légèrement, tout en gardant vos masques sur le nez jusqu'au dessous du menton. Merci. Les fanions, balancez les fanions, balancez-les. Soyez pas fatigués de les balancer. Voici la fête que nous souhaitons. Voici la fête ensemble, en communion avec le Bénin tout entier. Voici la fête que nous offre ce matin le duo Talon Talata. Ah, madame, monsieur, merci. Quel enthousiasme. Autant du monde dehors qu'à l'intérieur, sinon plus du monde qu'à l'intérieur. Cela encourage. Merci pour la musique. Dans un court instant, nous allons recevoir notre duo gagnant.
visionnaire, un homme d'action, un développeur, un homme de goût. Dolce nous la bibimi deji. Pendant mo el fila emi pe bon kweto, to gami ton talent emi pe bon kweto. Pendant we wa mi se, talent we wa mi se, Antanas we wa mi se, Baptiste talent we wa mi se, on a talent we wa mi se, pendant mi da kodofi, betele mi fon, mi dele kan we biya. Pendant solo yonu mi se kwami, une wa tola mi wa, ajoto klesi mi se kwami, mi ni wa to oso. Mi na wa sobo to na fa, lobo to vile bi na fo, esi kan ho e mi ni. Pendant hello mi to fa, me bi chite bo kweto me jo me da ho Patrice Talon. Talon est un homme d'action, un homme de vision, un développeur, un homme de goût. Mesdames et messieurs, Travailleur, j'ai le plaisir, s'il vous plaît, dosez, Patrice Talon, merci. au chômage des jeunes. J'ai le plaisir de vous annoncer, sous vos ovations, s'il vous plaît, merci de vous lever et d'applaudir chaleureusement. On commence, s'il vous plaît. Merci d'applaudir, merci d'applaudir, merci d'applaudir, de vous annoncer, j'ai le plaisir de vous annoncer, de vous annoncer et de vous annoncer Et l'asphaltage dans les grandes îles, l'accès à l'eau désormais une réalité. J'ai le plaisir de vous annoncer le coordonnateur national de campagne du duo Talon-Talata, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Applaudissements. Merci de vous asseoir. Merci de vous asseoir. José. Mais c'était juste pour vous annoncer la présence parmi nous du coordonnateur national de campagne du duo Talon-Talata. C'était donc le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, pour lequel vous avez suffisamment applaudi parce qu'il le mérite. Monsieur le ministre d'État, c'est ça on appelle chez nous les étudiants JICA. Et il nous reste quelques secondes. Juste quelques secondes. Parce que hier en classe, on a demandé à l'écolier d'épeler ambulance, le mot ambulance. Et il a commencé. Et toi, Cyril, épelle-moi le mot ambulance. Oui, maître. Et il commence. A, M. Mesdames et messieurs, un casting infaillible, un parcours avec
beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Mesdames et messieurs, jusqu'à là, elle est et demeure encore la vice-présidente de l'Assemblée nationale de notre pays, le Bénin. Le président Patrice Talon a jeté son dévolu sur elle. Elle est sa colistière. Talata! Merci, chers amis. Merci, chers camarades. Alors, mon ami Cyril a commencé par épeler le mot ambulance. Est-ce que je peux voir les fanions, s'il vous plaît? Pouvez-vous me les montrer? Juste me les montrer. Voilà. 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 Il est là! Notre champion! Il est là! Il est là! Il est là! Patrice Talon est là! Voici notre champion! Les fanions toujours au-dessus de la tête et vous les agitez, s'il vous plaît. Merci.
fanions. Bougez les fanions. Bougez les fanions. Bougez-les. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. J'aurais appris que tu as dit tu veux partir. Mais où ça? Il y a des rumeurs qui circulent. Attention. Tu veux partir. Préparons-nous à le recevoir parmi nous ici. Il va descendre d'un instant à l'autre. Il est là, notre champion. Il est bel et bien là. L'image qui soit. Les fanions au-dessus de nos têtes. Les fanions, écoutez-les. Répondez-vous comme un seul homme. S'il vous plaît. Voilà. Il est là. Le son, la musique. Un peu plus fort. Poussez. 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 Talon est là. Il est là. Notre candidat. Le seul et unique. Avec sa colistière. Madame Mariam Kavitalata. Mais il est là. L'intrépide guerrier. Le dieu fils du Bénin. Le grand homme. L'inégalable, l'inoxydable. Attention, il est là, Patrice Talon. Il est avec nous. Voici notre candidat. Talon! 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 Applaudissements! Applaudissements! Très très fort! Ah oui! Il est là! Il est là! Il est avec nous! Patrice Talon est là!
Merci, chers camarades. Merci infiniment. Je vous prie à présent d'écouter le directeur de la communication du président de la République. Merci. Les amis, nous avons accueilli le président Patrice Talon, notre candidat à la présidence de la République pour un nouveau mandat. Le moment est venu, puisque c'est un rendez-vous, de nous écouter. Monsieur le président de la République, vous nous avez dit en petit comité que vous n'entendiez pas aborder cette campagne électorale sans avoir eu une session d'échange en toute intimité et en toute vérité avec la jeunesse de votre pays. Parce qu'avez-vous dit, en âme et conscience, vous avez le sentiment de leur devoir encore quelque chose. Les jeunes ont répondu à votre invitation pour servir de rampe de lancement à cette campagne qui s'annonce victorieuse. Saurait-il en être autrement quand on sait que vous êtes un homme de combat, de compétition aussi? Et comme le hasard sait si bien faire les choses, en arrivant ici ce matin, Monsieur le Président, j'ai surpris un petit groupe de jeunes, 2 ans entre eux. Et l'un d'entre eux disait en substance, j'espère répéter ces mots, c'est vrai qu'il s'agit d'un meeting politique, c'est vrai qu'il s'agit de campagne électorale, mais si j'avais l'opportunité de m'adresser directement au président les yeux dans les yeux, je le challengerais, à la limite, je le collerais. Je l'ai pris à part, ce jeune,
Je l'ai regardé au fond des yeux. Je voulais m'assurer qu'il avait assez de niaque pour vous parler ainsi. Et il m'a semblé qu'il était assez sûr de son affaire. Alors je me suis permis la liberté de lui promettre qu'avant même de vous laisser parler, je m'autoriserai à l'inviter à dire au nom de ses camarades et en son nom évidemment, ce qu'il avait de si cher à son cœur avec la certitude de vous coller. Je ne sais pas s'il est bien installé dans la salle, s'il est là, ah voilà, voilà. On va l'introduire. Moi, j'ai tenu parole. Je vais vous céder le podium. À vous maintenant de tenir parole. Votre invité, il est là. Votre hôte, il est là. Dites-lui donc ce que vous avez sur le cœur au nom de vos camarades. Merci. Ah, c'est la peur? Merci beaucoup, monsieur le facilitateur. Bonjour, monsieur le président de la République du Bénin. Je suis Marzouk Karimou, président des étudiants de l'ENAM à l'université d'Abomey-Calavi. C'est vrai qu'avant de rentrer dans cette salle, je discutais avec l'un de mes camarades et je lui disais que si l'opportunité m'était offerte de m'adresser yeux dans les yeux au chef de l'État, je lui dirais de façon franche certaines choses que j'ai à cœur. Je ne savais pas que l'opportunité allait m'être offerte de sitôt. Et donc, puisque l'opportunité est là, je vais la saisir et m'adresser librement au chef de l'État. Monsieur le Président de la République, il y a de cela 5 ans que vous avez pris le pouvoir. Vous avez pris l'engagement de relancer l'économie du pays, de promouvoir le développement et mieux, de révéler le Bénin. C'est vrai qu'en 5 ans, nous avons remarqué plusieurs réalisations. Mais franchement parlant, Monsieur le Président de la République, nous les jeunes, nous avons l'impression, durant ce quinquennat, que nous avons été oubliés. Franchement parlant. En 5 ans, Monsieur le Président de la République, nous avons eu le sentiment que nous avons été abandonnés. Mais, Monsieur le Président de la République, j'aimerais savoir si nous décidons de vous faire confiance à nouveau pour les 5 ans à venir. Quelle est l'assurance et la garantie que la jeunesse pourrait avoir qu'elle ne sera plus rangée aux oubliettes ? J'aimerais savoir, Monsieur le Président de la République, mes camarades et moi voudrions savoir, pour les 5 ans à venir, qu'avez-vous prévu dans votre programme pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les étudiants des universités privées et publiques du Bénin? Quel serait notre avenir, Monsieur le Président de la République? C'est vrai qu'en 5 ans, vous avez révélé le Bénin d'un certain point de vue. Mais j'aimerais savoir, Monsieur le Président de la République, s'il est prévu au chapitre que pour les 5 ans à venir, la jeunesse serait révélée également. Et pour finir, Monsieur le Président de la République, j'aimerais savoir quelle est, n'est-ce pas, la promesse que vous pouvez nous faire, nous les jeunes,
qu'en sortant de cette salle aujourd'hui, nous pourrions partir avec la certitude qu'après nos formations dans les universités privées et publiques, nous pourrions avoir un emploi et facilement travailler. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Il y a quelqu'un? Oh, il est assis là-bas. Quel est votre nom? C'est quoi déjà votre nom? Talanta, Nico Dudeji. 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 Talonje nyenanze talata we nyenanze otoche na inukon azoche na inukon ajoche na inukon Ce n'est pas l'approche genre. Mais je lui ai dit, ça dépend de combien de temps le président parle. Je connais un peu son agenda. Ça dépend. S'il finit et qu'il est disposé, que si j'ai la possibilité, je vais le faire. Sinon... Merci. 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 Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez en haut? Ok, merci. Ok, c'est bon. Mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, merci. Merci. Je vais répondre à... Bon, ben, je retourne m'asseoir. Je retourne m'asseoir. Merci. Merci les jeunes, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à... C'est Marzouk. Marzouk? Est-ce qu'on m'entend bien? Merci. Avant de... Vous ne m'entendez pas bien en haut? Est-ce qu'il faut que je double le micro? Vous me donnez un second micro en plus. Mais il va y avoir de l'interférence. Régie, je ne suis pas... En haut, le son n'est pas bon. Là, c'est bon. Merci. C'est toujours pas bon. Mais ça va faire de l'interférence. Est-ce que vous m'entendez? Ok, merci. Merci. Avant de répondre à Marzouk, je vais
me fait le plaisir, le devoir de vous remercier pour votre présence si massive. Aujourd'hui, c'est le premier jour de campagne et je me fais un grand bonheur de vous parler. Vous qui êtes le Bénin, vous qui êtes l'avenir du Bénin. C'est vrai, je viens d'écouter Marzouk avec beaucoup d'émotion. Quand il parlait, je peux vous avouer que j'ai eu la chair de poule. Il a exprimé un sentiment que je partage, permettez-moi le terme, mais je suis sincère, honteusement depuis 5 ans. Pas parce que je me suis senti tout le mandat durant incapable d'apporter une solution directe, concrète à l'attente de la jeunesse, mais parce que durant 5 ans, j'ai pu mesurer, malgré les efforts, que de manière concrète, rien n'est encore visible directement par la jeunesse. Mais ce sentiment a nourri plutôt en moi la rage d'aller encore plus loin et de chercher à la fin des 5 ans un deuxième mandat pour vous donner la preuve que maintenant ça y est. Ça y est, croyez-moi. Marzouk, je vais vous appeler par votre prénom parce que vous appelant ainsi, je me sens plus proche de vous. C'est affectif. Permettez que je vous appelle par votre prénom. Et à travers Marzouk, je vais m'adresser à chacun de vous individuellement. Et par chacun de vous, s'adresser à toute la jeunesse béninoise. Tous les juniors, et pourquoi pas les seniors, qui pour un grand homme vivent les mêmes difficultés que vous. Si pendant 5 ans, certains ont pu avoir l'impression que quelque chose a été fait, et croyez-moi, quelque chose a été fait, effectivement. Mais pour le plus grand nombre, commencer à reconstruire un pays, partir de rien du tout, du néant à la limite, pour donner satisfaction au grand homme, il faut avoir le courage de commencer quelque part. Parce que quand on regarde l'immensité de la tâche, l'attente des uns et des autres, on peut au lendemain de l'entrée en charge déposer tablier. Parce que par où commencer? Mais nous avons, mon équipe et moi, pris le courage. Je le savais. Mais à l'œuvre, vous savez, l'enthousiasme peut être confronté à la réalité et s'émousser. Mais ça n'a pas été le cas. À l'entame donc, mes chers amis, nous nous sommes attaqués à la raison fondamentale de notre aération, si je peux utiliser un thème cher aux seniors du temps révolutionnaire. Qu'est-ce qui a fait que depuis nos indépendances, alors que nous avons pris notre destin en main, nous n'avons pas pu entamer le développement pour donner du travail à chacun, au grand nombre, et donner l'espoir à ceux qui, à un instant donné, n'ont pas trouvé leur compte, que demain ce sera fait. Non seulement n'ont pas réussi à donner de l'eau, l'électricité, des routes, des pistes, la santé, l'école efficace, presque à personne. Parce que tant que ce n'est pas pour le grand nombre,
c'est comme si ce n'était fait pour personne encore. Et en 60 ans, nous n'avons rien fait presque de tout cela. Pire, l'espoir s'est envolé au fil du temps. Et c'est la raison que vous avez l'impression, année après année, quinquennat après quinquennat, que la jeunesse n'existe pas ou que le Bénin n'existe pas, tout simplement. Mais la raison, qu'est-ce qui a été l'élément principal de cette défaillance? Chers amis, ce n'est pas parce que les Béninois, les Béninoises, à l'époque, jadis, les Dahoméens, les Dahoméennes, ce n'est pas parce que nous sommes des incapables, que nous sommes des demeurés, que nous ne sommes pas pétris par le Créateur à l'identique des autres nations, des autres races, des autres communautés humaines. Ce n'est pas vrai. Et je l'ai dit souvent et je me fais le plaisir, le devoir de le répéter. Partout, les Béninois ont été présents en dehors de leur pays, se sont fait distinguer. Ils ont même été souvent même parmi les meilleurs. Mais le Bénin est resté assis, couché, sinon enterré. Pour quelle raison? Mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, jeunes frères et sœurs, mes chers amis, mes chers parents, l'état d'esprit, la volonté innée ou acquise de ne rien faire tant que nous sommes en communauté. Personne au Bénin ne s'est senti mandaté par la nation entière pour œuvrer à notre développement collectif. Personne. Je ne vais pas jeter la pierre à nos aînés, à nos devanciers, à ceux qui nous ont dirigés, gouvernés jusqu'à maintenant. Parce que la responsabilité, elle est collective. Mais comme aucun peuple n'est damné, le Créateur n'a créé personne pour vivre l'enfer éternellement. On peut toujours prendre conscience un jour, identifier ses faiblesses et s'engager à en sortir. Il fallait préalablement à toute chose engager une réforme de tout le pays, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Œuvrer à mettre le doigt pour chacun sur ce qui ne va pas. Ce qui est collectif doit être sacré. C'est tout. Et que chacun puisse agir pour le collectif comme s'il s'agissait de sa propre affaire. Les politiques, pour commencer. Les fonctionnaires, les agents publics, principalement. Et puis les autres, dans nos relations individuelles. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître sorti de ton contexte pour vous montrer combien nous avons pris sur nous la responsabilité de nous décrédibiliser tous ensemble. Vous savez que le financement est le moteur du développement, l'argent. C'est ça, le mode moderne. Et quand on n'est pas né riche, il faut par sa crédibilité pouvoir mobiliser de l'argent pour se développer, pour satisfaire ses besoins et par son travail être en mesure de rembourser. Ça n'a l'air de rien, mais toutes les nations qui sont développées dans les temps modernes l'ont fait parce qu'ils ont pu construire leur pays, satisfaire leurs besoins par l'argent. On ne peut rien faire sans argent. Dans l'UMOA, pour rester dans notre
sous-région, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, dans notre environnement immédiat. Le Bénin est le pays où les impayés bancaires sont les plus élevés de tout le mois. C'est-à-dire, comparativement aux autres pays qui nous entourent, les Béninois ne payent pas leurs dettes. Les entreprises ne remboursent pas leurs dettes. Les individus ne remboursent pas leurs dettes. C'est un constat triste, mais il faut le reconnaître. Il faut l'accepter. Ce n'est pas une caricature, c'est une réalité. Les Togolais payent mieux leurs dettes que les Béninois au système bancaire. Les Burkinabés payent leurs dettes mieux que les Béninois. Oui. Les Maliens payent leurs dettes au système financier, aux banques, mieux que les Béninois. C'est incroyable, non? Je ne dis pas pour que nous ayons un sentiment de honte, pour perpétuer cette honte que les Béninois ont à l'étranger à révéler leur nationalité. Non, pas pour ça, pas pour le perpétuer, mais pour qu'on puisse guérir de ça. Mais quand personne, depuis le haut jusqu'en bas, président de la République, ministre, député, maire, divers fonctionnaires, divers responsables, quand personne ne respecte le bien public, quand chacun se sert sans pudeur, sans état d'esprit, pourquoi les autres qui ne sont pas dans des fonctions leur permettant de jouir aussi de cette manière, pourquoi voulez-vous qu'ils veuillent rester vertueux par rapport à leurs engagements? On espère. Vous tournez dos, ils se dépêchent de bricoler et de vous tendre sa facture. Même les relations entre individus, entre privés, ont fini par se dégrader à ce point. Mais quand une nation, quand un peuple, quand une communauté en arrive là, elle est condamnée au sous-développement. Ce n'est pas de la philosophie. C'est réel, c'est de l'économie, c'est du social. Voilà, mes chers amis, la raison, l'unique raison pour laquelle, 60 ans après, nous n'avons pu rien faire. Heureusement qu'on n'a pas eu du pétrole, parce qu'avec ça, on n'aurait pas réglé nos problèmes avec la guerre. On aurait connu la guerre. Heureusement. Nous sommes arrivés à un point, pas de non-retour, mais à un point de rupture. Un pas après, catastrophe. Si on s'arrête, on peut revenir en arrière, se reconstruire. 2016. Le point de rupture. Moi, je l'ai dit, pour ceux qui ont eu l'occasion de m'écouter et de m'entendre il y a 5 ans, que nous sommes capables d'inverser la tendance. J'ai demandé qu'on me fasse confiance. Ça a été le cas. Nous nous y sommes engagés. Et nous avons entrepris des réformes difficiles pour bousculer chacun dans son confort, dans ses acquis. Indus, bien entendu. Puis, ce qui paraissait impossible au Bénin, nous avons, à la force du courage et parfois de la témérité, fait des avancées. C'est au Bénin, dans ce même pays,
qu'aujourd'hui, les enseignants, le personnel médical ne fait plus grève de manière intempestive. Qui l'eût cru? Mes chers amis, je veux l'avouer devant vous, je veux le revendiquer devant vous. C'est un acquis, un certain acquis que nous avons perdu, effectivement. C'est un recul. Je l'affirme, je l'avoue, je le revendique. Le droit de grève est devenu partout dans le monde un droit sacré. Pour beaucoup de nations, il y a des pays où ce n'est pas le cas. Les Japonais, c'est un droit reconnu, mais personne n'en abuse. Mais au Bénin, nous avons fait d'un bien. D'un bien reconnu, nous en avons fait une perversion. Vous savez très bien que les biens les plus sacrés, les grâces les plus attendues, les plus revendiquées par l'homme, peuvent devenir des perversions. L'intelligence, le génie, qui ne demande pas à Dieu cette grâce-là, l'intelligence, le génie, pour tout réussir. Le génie peut devenir une perversion. Nous avons beaucoup d'exemples. Ceux qui ont inventé la bombe atomique. En quoi une telle découverte peut servir l'humanité? En quoi? En quoi ce genre d'arme de destruction massive et non de défense peut être utile à l'homme, à la terre, à l'humanité? Pourtant, le génie de l'homme, qui est une grâce, l'a amené à ce niveau. Les plus grands tyrans ont souvent fait preuve de génie. Les plus grands tortionnaires ont souvent fait preuve de génie. C'est pour vous dire simplement que les grâces les plus attendues, les plus souhaitées, si on ne sait pas faire bon usage, peuvent devenir quelque chose de dangereux pour soi-même et pour sa communauté. Nous avons dû faire ce diagnostic et mesurer ce qui est un bien et voir si nous n'avons pas pris l'habitude d'en faire mauvais usage. Et si oui, apporter la solution à notre temps, pour notre génération, quitte à ce que, dans les temps à venir, une fois que nous aurions retrouvé la vertu de la bonne utilisation des grâces, que cela reprenne toute son envergure, ces grâces-là, bien sûr. Alors, chers amis, j'ai été souvent mal compris, mal jugé. Mais si j'ai souvent fait une prière chaque matin, c'est que le ciel me gratifie du bon sens et de la bonne foi. Tant que je suggère quelque chose au gouvernement et que je suis de bonne foi, je vais jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on me démontre que j'ai tort, que ça peut se faire autrement. Et quand je comprends, je peux changer d'avis 180 degrés. Parce que je ne suis pas Dieu. Et tous ceux qui m'entourent savent bien que je peux être parfois difficile à convaincre. Mais quand on me met le doigt, on m'explique bien que j'ai compris quelque chose, je deviens le plus grand défenseur de cette cause. C'est ainsi que nous avons tenu bon pendant ces 5 années pour faire les réformes les plus difficiles, y compris les réformes politiques. J'ai déjà été assez long sur ce fait-là, mais je voudrais que chaque jeune, chaque Béninois comprenne le bien fondé de l'identification de nos travers pour ne pas considérer chaque fois qu'on n'a pas quelque chose que c'est la faute de l'autre.
que c'est parce qu'on n'est pas aidé ou toutes les excuses qu'on trouve en général pour ne pas se regarder soi-même. C'est le meilleur moyen d'avancer dans la vie. Si les choses sont ainsi, que dois-je faire? Qu'est-ce que je n'ai pas comme arme? Qu'est-ce que je n'ai pas comme disponibilité pour affronter l'extérieur afin d'obtenir ce qui est indispensable à mon épanouissement? Je voudrais que chacun s'approprie de ce principe qui fait gagner ceux qui parfois partent de rien. Ma propre vie me donne la preuve que ce principe, en général, presque toujours fonctionne, marche. Ce qui a été possible pour moi, je me suis dit il y a 5 ans que c'est possible pour ma famille, pour ma collectivité, pour mon pays. Et nous avons engagé ces réformes-là. Et pour la plupart d'entre elles, elles ont commencé par porter fruit. Et qu'est-ce que nous avons donc fait pendant les 5 ans en dehors de ces réformes? Et pourtant, tout le monde sait très bien, l'emploi est la chose qui confère à l'ensemble un début de bien-être, l'épanouissement, et par l'effort de chacun, l'excellence de chacun, on progresse dans la vie, on évolue, on s'enrichit, et puis on donne plénitude à sa vie. Mais un pays où la jeunesse, la quasi-totalité de la jeunesse est au chômage, ou trouve des emplois qui ne correspondent pas à leur qualification. C'était le constat, il y a 5 ans. Ce constat demeure. Mais qu'avons-nous fait de notre action pendant ces 5 ans face à cette réalité? Qu'il n'y a pas d'emploi au Bénin, qu'il y a du chômage, que nos enfants sont formés, mais qui n'ont pas les armes qu'il faut pour aller chercher du travail ici ou en dehors, que le travail n'existe même pas. Malgré ce constat visible qui crève l'œil, il semble que nous n'avons pu rien faire dans ce domaine spécifiquement. Mais ce n'est pas vrai, chers amis. Marzouk, ce n'est pas vrai. C'est vrai que celui qui est à la maison qui a faim ne sait pas que son parent qui est au champ est courbé sous le soleil, en train de labourer, et qu'il attend que la graine germe, pousse, avant d'être récoltée, avant qu'on amène. Que l'enfant qui a faim, qui pleure, ne sait pas que sa mère est en train de transpirer au feu pour que le haricot cuise, pour que les yams soient prêts à aller dans le mortier pour être pilés. Et au contraire, plus il va entendre le coup du mortier, plus il va crier que j'ai faim, parce que cela excite encore davantage sa faim. Et c'est pour ça que vous avez raison d'être plus impatient encore. Quand vous voyez les investissements qui s'opèrent, qu'on dépense des milliards pour faire des routes, qu'on dépense des milliards pour l'électricité, pour l'eau, qu'on construit des stades, que tout cela, qui se chiffre à des centaines de milliers de milliards, se font dans le pays, alors que les jeunes sont mal formés, alors que les jeunes n'ont pas d'emploi. Ça paraît une aberration. C'est même révoltant à la limite. Mais mon cher garçon, pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait de la richesse. C'est bizarre, hein? Ça paraît bizarre. Ou bien qu'il faut qu'il y ait de la volonté de créer de la richesse. Parce que l'emploi vient de la volonté de quelqu'un ou d'un groupe de personnes de s'enrichir. Et c'est pour s'enrichir qu'on crée une entreprise, une usine, qu'on fait de l'élevage. Et comme on ne peut pas le faire tout seul, cela génère de l'emploi.
Je vais faire une parenthèse. Le Bénin, à un moment donné dans son histoire, a choisi un régime politique socialiste, à la limite même du communisme, puisque nous avons nationalisé toutes les entreprises de production, l'État. Et l'État a conduit à la faillite même les entreprises privées qui existaient, qui marchaient bien et qui ont été nationalisées par l'État. Vous le savez, quand vous regardez, vous apprenez l'histoire du Bénin. Même les banques qui ont été nationalisées ont fini par être en faillite et fermées. Et puis en 90, nous avons fait la conférence nationale. Et nous avons décrété que nous faisons l'option d'une économie libérale. Ça signifie que les gens ont la liberté d'entreprendre et l'État doit les protéger. Et que l'économie qui produit est du ressort du secteur privé. Et que l'État doit rester dans son rôle régalien d'arbitre, donner tout ce qui est service public, faire le meilleur s'il le peut, sinon même le public doit le faire, le privé doit le faire. Et l'État doit rester de plus en plus dans un rôle d'arbitre et de police. Et que l'activité économique est du ressort du secteur privé. Ça a été notre choix en 90. Et on s'est engagé sur cette voie-là. Donc, la création de l'emploi, au-delà des services publics que sont la santé, une part, puisque la santé est du ressort du privé également, une partie de l'éducation partagée avec le privé, le peu de personnel utile pour le fonctionnement des ministères et des régies financières de l'État. En dehors de ça, les 11 millions de Béninois d'aujourd'hui et les 20 millions de Béninois de demain, pour leur épanouissement, c'est leur dynamisme, c'est l'économie privée. Et c'est comme ça que tous les pays sont développés. La plupart des pays communistes se sont effondrés, ont fait faillite parce que l'intérêt individuel motive l'homme. Et pour que les communautés se développent, il faut qu'il y ait de la motivation individuelle. Donc c'est une vérité que l'entrepreneuriat privé, la volonté de s'épanouir, de gagner de l'argent, de s'occuper de ses enfants, d'avoir une belle femme, un beau jeune homme à la maison, ces choses-là motivent chacun à donner le meilleur de lui-même. Et ça fait que les communautés évoluent. Donc ce choix que nous avons fait en 90, c'est un bon choix. C'est l'effort individuel, la volonté individuelle, l'économie privée qui fait développer les pays. Et voilà que le Bénin, qui n'a pu rien faire, et nous décidons en 2016, ça y est, de nous prendre en main, donc de créer de l'emploi, de la richesse individuelle, demande, quête essentielle des uns et des autres, de vous les jeunes. Nous dépensons des milliards pour faire des choses qui ne se traduisent pas par l'emploi, par une meilleure formation. En fait, mes amis, dans un pays, quand tout est à faire, vous commencez d'abord par les investissements de survie. Il faut exister d'abord avant de se développer. Il faut exister d'abord avant de s'instruire, d'apprendre un métier et de travailler. Il faut d'abord exister. J'ai fait une campagne en 2016, je suis passé partout au Bénin. Parce qu'il y a des choses, quand on est à Cotonou, on ne mesure pas. Quand on est dans un quartier nanti, ou pas nanti, quartier gâté, où on a tout à portée de main, on ne mesure pas ce qui manque à l'essentiel des Béninois. Partout où je suis passé, la première demande des Béninois, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau potable. La majorité de nos concitoyens en 2016, plus de la moitié des Béninois n'avaient pas accès à l'eau potable. Et dans le monde entier, dans toutes les institutions, amener de l'eau aux concitoyens est la première exigence. Quand vous sollicitez le vote de vos concitoyens, puis vous disent, notre première demande, le premier besoin, le besoin le plus essentiel pour vivre, pour ne pas être malade,
pour exister, avant de produire de la richesse, c'est l'eau. Vous faites quoi? Vos premiers efforts, c'est pour l'eau. C'est pour ça, Marzouk, que avant que l'État ne puisse même trahir l'engagement de 90, que l'État, comme les privés ne sont pas suffisamment dynamiques pour créer des entreprises et consorts, mais l'État va reculer, va venir investir pour créer des emplois privés, des emplois de production, des usines et consorts. Que l'État va retourner dans des fermes pour faire ces choses-là, on aurait pu le dire. Mais avant de faire ça, ce qui serait un recul par rapport à notre choix, notre modèle social, avant de le faire, mais faisons d'abord ce que les Béninois exigent. Et qui est vrai parce que ça conditionne la vie, l'eau. Nous avons dû nous engager, avons mobilisé des centaines de milliards pour apporter de l'eau à chacun de nos concitoyens. Malgré nos efforts, il reste encore beaucoup à faire. Nous avons pu amener le nombre de personnes ayant accès à l'eau potable de moins de 50% aujourd'hui à plus de 70%. Et nous avons engagé ce qu'il faut pour que le reste des 30%, ils aient l'eau potable au plus tard en 2023. Et je peux vous dire quelque chose. Ça, je l'ai dit pendant ma tournée de reddition de comptes, je vais vous le dire. C'est déjà un acquis, c'est déjà fait. Le reste, c'est une question de temps de réalisation. Au plus tard, fin 2023, toutes nos localités, tous nos villages, tous nos quartiers de ville, tous les Béninois auront de l'eau potable à portée de main ou à portée de gorge. Mes chers amis, quand on a assuré sa survie, on peut maintenant s'attaquer à son épanouissement. Convenez avec moi que, comme je l'ai dit, je vais le répéter tout le temps qu'on sera ensemble. Quand on part de zéro, on regarde, c'est quoi le premier pas qu'il faut faire? C'est quoi le premier pas? Puis, nous sommes arrivés dans un monde où l'électricité conditionne tout. Dans un pays, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de commerce. C'est aussi curieux que cela puisse paraître. Il y a 40 ans, 50 ans, on pouvait avoir des usines qui marchent au gasoil. Aujourd'hui, c'est impossible. Si vous avez une petite unité de transformation d'ananas, de manioc, pour presser et embouteiller du jus d'orange, toutes choses que nous allons bientôt faire en grande quantité, si vous n'avez pas d'électricité, c'est impossible. Vous allez produire, vous ne serez pas capable de vendre. Parce que le monde est devenu un seul espace de commerce. Nous recevons de l'huile de palme de Malaisie. Des plantations de Malaisie ont été développées avec des noix sélectionnées parties du Bénin. Donc, notre station de Pobet, fleuron de notre passé glorieux, on produit des semences, puis on les envoie en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Malaisie. Et là-bas, ils ont développé les plantations. Aujourd'hui, ils envoient de l'huile de palme au Bénin, beaucoup moins cher que ce que nous produisons comme huile ici. Ça traverse les eaux, les océans, et ça vient ici. Et même dédouané, ça vient encore moins cher. C'est exemple pour dire quoi? Que quand vous voulez produire quelque chose dans un espace qui est le même aujourd'hui, tous les pays du monde sont dans un même espace de commerce. Quand vous n'êtes pas compétitif, votre production, vous allez manger ça vous-même. Parce que votre voisin, pourquoi voulez-vous qu'il achète votre produit 5 francs plus cher,
Alors quand il achète du Togo, il achète 10 francs beaucoup moins cher. Il n'y a pas de raison. C'est ça la réalité. On ne peut pas demander aux Béninois d'acheter le produit de leurs voisins beaucoup plus cher que ce qu'ils ne peuvent acheter venant de l'étranger. Nous sommes donc contraints aujourd'hui à produire de manière compétitive. Et pour le faire, l'électricité est devenue un intrant indispensable, incontournable. Le Bénin a créé une zone économique spéciale, ou bien une zone franche, à ses mains, depuis, je ne sais pas, plus de 20 ans, non? Ou 30 ans, je ne sais pas. Il y a combien d'usines là-bas? Presque zéro, presque zéro. Parce qu'il n'y a pas de courant au Bénin, pour utiliser l'appellation ordinaire. Au Bénin, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Il fallait s'attaquer à ça. Si on veut que demain, il y ait des usines au Bénin, pour vous, il faut qu'il y ait du courant. Il faut beaucoup de milliards pour le faire. Voilà que nous sommes un pays sans richesse de sous-sol. Ce n'est pas nécessaire, hein, on peut se développer sans avoir du pétrole. La preuve, tout ce que nous avons commencé par faire, et c'est bien, on le fait sans pétrole. Donc avec nos pauvres sous, les impôts des uns des autres, vos impôts que vous cotisez, vous aussi, que vos parents cotisent, payent à l'État. Quand ils vous donnent de l'argent pour vous habiller, pour acheter du gaou le soir au goûter, mais sachez que vous payez des impôts. Parce que l'huile qui a cuit le gaou a payé des impôts. Le gaou même, l'igname, qui a traversé les voies pour venir ici, a payé quelque chose au péage. Pour donner l'exemple le plus banal. Donc, vos impôts, que même les enfants payent à l'État par le fait de ce qu'ils consomment, ce que les parents payent par le fait de leur activité économique, ce n'est pas grand-chose, hein? Mais quand on collecte ce franc sur tous les 11 millions de Béninois, c'est pas mal. On s'est rendu compte que ça peut suffire pour construire, pour amener de l'eau à tout le monde, pour construire des centrales électriques. Nous y sommes engagés. Et à la date d'aujourd'hui, le Bénin est en train d'être indépendant en matière d'énergie. Ce n'est pas encore ça. Il reste encore 2-3 ans pour que le courant soit partout à bonne fréquence, c'est-à-dire à une stabilité, que ça ne vacille pas, que la tension soit bonne. D'ici 2 ou 3 ans, mes chers amis, le besoin d'énergie de qualité permanente, suffisante, ce besoin sera derrière nous. Nous l'aurons satisfait totalement en 2 ans. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a eu la pandémie Covid. Nous avons dit, on va faire des cours par le numérique à visioconférence, par Zoom et consorts, que vous allez rester à la maison pour ne pas être contaminé, puis vous allez avoir l'Internet. Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Moi, je l'avoue parce que notre réalité, il faut l'assumer. Ça n'a pas marché. On n'a pas été capable. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'Internet et puis c'est cher. Mes chers amis, mes chers amis, comment on peut se développer, s'instruire, s'épanouir aujourd'hui sans Internet accessible à tout le monde, quels que soient nos moyens? Covid nous a ouvert les yeux, Badja, comme on dit. Non, c'est vrai. Alors, pour ceux qui vont lire le programme, je fais un saut dans ce qui va se faire. Pour ceux qui vont lire le programme, vous allez constater quoi? Nous avons dit, c'est une catastrophe. Bien que ce soit du ressort du secteur privé.
Parce que partout, c'est pratiquement interdit que l'État ne soit pas un opérateur du GSM. Comme l'a prescrit nos résolutions de la conférence nationale. Mais mes chers amis, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que nous n'allons pas transgresser les recommandations de la conférence, transgresser notre décision que l'État se retire de tout ce qui est économique, de tout ce qui est écrit dedans? Nous avons décidé de transgresser cette recommandation-là. Et au Bénin, bien que l'État ait fait faillite avec Bénin Télécom, parce que avant c'était un autre état d'esprit. On gaspillait tout, on faisait tout mal, on volait tout. Mais depuis 2016, nous avons changé d'état d'esprit. Nous faisons les choses mieux désormais, avec plus de sérieux. Étant devenus plus sérieux, nous allons investir. Mes chers amis, ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Ça va coûter des centaines de milliards. Mais on va utiliser nos impôts pour faire ça. Oui. Et vous aurez accès au téléphone, au GSM, à Internet, partout, à bon prix. Je ne vais pas dire gratuitement parce qu'on va dire qu'il fait la démagogie. Mais à bon prix. Et ça, Marzouk, ça, c'est un préalable au développement. C'est un préalable à l'éducation, à la formation, à l'apprentissage. Quand nous aurons fait tout ça, et ça, c'est fait pratiquement. Je veux dire encore un dernier exemple avant de répondre directement à votre préoccupation. La route. Quand il n'y a pas de route dans un pays, il ne peut pas avoir de développement. C'est impossible. Nous avons, les chers amis, nous avons engagé, même si ça peut vous choquer, nous avons engagé des milliers de milliards pour construire des routes. Mais on n'a pas fini. Il reste encore des communes. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé à Karimama récemment. C'est une commune avec un potentiel agricole énorme. Le développement, vous savez, quand nous produisons beaucoup de céréales, le Bénin, vous savez, est devenu deuxième producteur de l'UMOA en matière de vivrier. Beaucoup de maïs, beaucoup d'igname, beaucoup de céréales. Quand nous produisons 700 000 tonnes de coton-graine, bientôt 1 million de tonnes de coton-graine, premier producteur africain, quand nous faisons tout ça, non, là, vous allez couper mon inspiration. Écoutez-moi. Que nous allons produire, que nous sommes en train de produire plus de 400 000 tonnes de riz. Bientôt 1 million de tonnes de riz. Que nous allons, que nous allons produire des millions de tonnes de céréales autres que le riz. Que nous allons produire de l'ananas en grande quantité. Imaginez, mes chers amis, que demain, nous commencions à transformer tout doucement tout cela. Et avant de vous dire ce que nous allons faire pendant les 5 ans à venir en matière d'industrie, parce que l'État maintenant va transgresser encore les recommandations de la conférence nationale et l'État va impulser le développement industriel. Mais avant de revenir là-dessus, imaginez que toutes ces productions agricoles qui flamment par nos producteurs agricoles, qui seront bientôt accompagnés, mécanisés et qui vont doubler, tripler leur production. Dans 2 ou 3 ans, le Bénin va passer à 1 million de tonnes de riz, plus d'1 million de tonnes de coton, à peut-être 8 millions de tonnes de maïs, je n'ai pas mes chiffres en tête. Qui peut m'aider un peu dans la salle? Il n'y a pas le ministre de l'Agriculture, il n'est pas dans la salle. Le ministre de l'Agriculture, il n'est pas dans la salle.
Vous savez, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Hein. Bon, bref, ce n'est pas important. Et que nous allons faire autant pour l'ananas, pour les agrumes, oranges, mangue et consorts, pour le manioc, parce que nous allons relancer le palmier à huile. Nous allons faire du cacao au Bénin aussi. Oui. Quand nous aurons fait tout ça, quand on aura fait tout ça, imaginez qu'on engage la transformation de tout ça. Qu'on commence à transformer à un premier degré, à un deuxième degré, un troisième degré, il n'y aura plus un seul chômeur au Bénin. Cela, mes chers amis, c'est peut-être trop dit. J'ai vu des gens sourire. Parce que zéro chômage, c'est même pas bon pour l'économie. Quand nous allons commencer à transformer tout ça, mes chers amis, on aura réglé le problème d'emploi au Bénin pour autant que nous aurions amélioré la formation de nos enfants pour les amener à être prêts à travailler, à s'auto-employer dans les unités industrielles et commerciales. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais de la route, vous savez. Et je vous ai dit que, j'ai commencé par dire que j'étais à Karimama. C'est ce que j'ai commencé à dire. Et j'ai fait cette parenthèse. Qu'il n'y a pas de route pour aller à Karimama. Qu'il n'y a pas de route pour aller à Kalale. Grand secteur de production agricole et animalière. Que pour aller ici, à Kwamassé, dans l'Atlantique, encore un autre grenier, il n'y a pas de route. Que les populations vous disent, nous ne voulons qu'une chose, de l'eau, de l'électricité et des routes. Le reste, nous ne sommes pas des fainéants. Nous pouvons travailler. Nous pouvons produire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que nous le faisons aujourd'hui, pour peu que nous ayons ça. L'eau, l'électricité, la route et la santé. Mes chers, si nous avons consacré l'essentiel de nos ressources à amener de l'eau, de l'électricité, de la route, à assainir nos cadres de vie pour que quand il pleut, que nous ne devenions plus des batraciens, c'est parce que ce sont des investissements de survie. Vivre d'abord et avoir le préalable au développement. Chers amis, c'est pratiquement fait. Le peu qui reste est déjà engagé. Le peu qui reste va se concrétiser dans les 2-3 ans à venir pour ces 4 domaines. L'eau, l'électricité, la route, le téléphone, l'Internet. Tout ce qui est nécessaire aux échanges entre nous, nécessaire à la production et la création de richesses. Maintenant que tout cela est engagé, et que la jeunesse, les juniors, certains très bien formés, d'autres moins bien formés, d'autres pas du tout formés, mais chacun a sa place dans la société. Chacun peut trouver son rôle pour exister et pour contribuer au bien-être collectif. Maintenant que tout cela est engagé, que nous avons levé les préalables, est-ce qu'on ne peut pas se faire confiance? Si on a fait tout ça en si peu de temps, si je vous dis que le reste, je vais vous l'énumérer tout à l'heure, si je vous dis que c'est possible, est-ce que vous n'avez pas vous lever et dire, les détails là, c'est même pas la peine, vous faites confiance? Non? Mais je vais vous donner les détails. Pourquoi dans les quelques années à venir, dans les mois à venir, les choses vont changer en ce qui vous concerne, concrètement.
Même si tout ce qui a été fait pour vous, indirectement, les effets, nous allons agir maintenant pour impulser, pour pousser plus loin les effets directs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le principe? Comment il faut faire pour que la plupart des jeunes soient bien formés, peu bien formés, même pas formés du tout, que la plupart des jeunes aient un emploi. Chacun selon son mérite. Comment on va faire? C'est très simple. Je l'ai abordé un peu, mais je vais vous dire le principe. Les investissements productifs vont donner naissance à des emplois productifs et donner naissance aux emplois supports. C'est-à-dire quoi? Je vais donner un exemple pour vous expliquer, vous allez voir. Dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont fait marketing, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont fait ressources humaines. Il y a des gens qui ont fait les métiers du numérique. Alors je vais prendre le marketing. Je vais prendre le marketing. Technique commerciale. Faire la promotion des produits, bien les vendre, pour que l'entreprise se fasse connaître et gagne de l'argent. Mais avant de vendre quelque chose, il faut produire d'abord, non? Qu'est-ce qu'on produit au Bénin? Qu'est-ce qu'on produit au Bénin et qui a besoin d'être promu? Qui a besoin de beaucoup de garçons, de jeunes pour faire leur marketing? Bon, pour le maïs qu'on produit, pas besoin de marketing. Hein, non. On mange le maïs, le wort, la pâte, sans qu'il soit nécessaire de vanter les mérites du maïs. Pour le soja, est-ce que vraiment pour ceux qui mangent le fromage de soja, est-ce que vraiment c'est pour ça que nous avons besoin de milliers de jeunes qui ont fait le marketing? En vérité, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, nous formons des milliers de personnes prêtes aux emplois support. Les emplois de support, c'est quoi les emplois support? C'est ça. Le marketing, ressources humaines, même la comptabilité, le droit des affaires. Il y a des gens qui sont brillants, ils ont fait droit des affaires. Quand on a des milliers de personnes qui font toutes ces choses-là, et que dans le pays on ne produit rien, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de grandes usines et consorts, tout ce monde-là, ils sont dans ce qu'on appelle l'emploi support. Il faut vendre avant de produire avant de vendre. Il faut avoir une production avant d'avoir du personnel. Que va gérer celui qui a fait ressources humaines? S'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de grosse entreprise, il n'y a pas d'emploi pour ceux qui ont fait ressources humaines. On a quelques banques, quelques compagnies d'assurance, la brasserie du Bénin, quelques grosses unités qui emploient 200, 300, 500 000 personnes, les sociétés cotonnières. Et puis, ceux-là, ils ont vite fait d'absorber quelques-uns d'entre vous. Tout le reste, pour qu'ils aient de l'emploi, il faut qu'il y ait des entreprises de production. Même quand on a fait comptabilité, qui est un emploi plus pratique aujourd'hui et qui est indispensable de plus en plus, on va faire en sorte que tous les acteurs économiques rentrent dans le formel, établissent des bilans, fassent ce qu'il faut pour avoir des crédits bancaires. Mais faut-il encore qu'ils soient capables d'absorber tous nos jeunes qui font des études difficiles d'auditeurs ou de comptables ou d'analystes financiers? Donc, pour faire tout ça, pour avoir de l'emploi, il faut que maintenant, on fasse la promotion des entreprises, que l'État impulse la création, le développement des entreprises, de production. Si nous faisons ça, si nous faisons les efforts qu'il faut, maintenant l'État va dire, je vais engager les impôts, nos impôts, pour les investir dans ce qu'on appelle le capital risque. Vous voulez créer une entreprise, vous n'avez pas les moyens, l'État va vous accompagner. Soit l'État vient en capital avec vous, ou l'État met les moyens pour vous accompagner. Ce faisant, nous allons commencer, et ça va commencer là maintenant, ça va commencer. Nous allons commencer, non seulement
dans un premier temps, et vous allez le lire dans les documents qui sont là, l'État va s'investir dans le développement agricole. Pas seulement en encadrant comme le faisait jusque-là. Maintenant, l'État va devenir un investisseur. Je vais vous expliquer un petit peu. Ça va durer 2 minutes. Vous voulez faire des hectares, 100, 200, 300 hectares de palmiers à huile, de cajou, d'ananas, ou vous êtes dans une zone où l'État a aménagé les bas-fonds, vous voulez vous installer pour faire des cultures maraîchères, du riz. Si vous voulez faire 200, 300, 50, 100, 200 hectares, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le moyen de le faire. C'est impossible. Si vous voulez faire des demi-hectares, avec vos efforts, vous allez parvenir à quelque chose. Mais quand on fait un demi-hectare, un quart d'hectare, seulement avec ces petits moyens, pour s'enrichir, il faut attendre longtemps. Il y a des pays qui sont devenus des pays très riches, en commençant par l'agriculture. Le Brésil, la France, après la guerre, le Portugal, l'Espagne, l'agriculture, moteur du développement. Peut-être que vous ne le savez pas. L'industrie est venue après l'agriculture, pour ces pays que je viens de citer. Si nous faisons l'effort, l'État fait l'effort de devenir un investisseur du secteur, mais pas un exploitant, nous allons transformer le Bénin en une puissance agricole, susceptible de créer de la richesse agricole, d'impulser les transformations et de créer des emplois. Mais ce que je dis, ce n'est pas pour 10 ou 15 ans. Ça va commencer pourquoi? Nous avons mis dans le programme que l'État va investir près de 500 milliards de francs CFA à partir de maintenant pour développer des plantations de cajou, pour développer des plantations d'ananas, au profit des acteurs, je vais vous dire la suite tout de suite. Des plantations de palmiers à huile, des plantations de cacao et d'autres. Aménager, planter et mettre en concession. D'autres pays l'ont fait avant nous, nous n'avons rien à inventer. Il faut seulement regarder ce qui se fait ailleurs et puis l'adapter. Si la Malaisie est devenue le premier producteur de palmiers à huile, c'est ce qu'ils ont fait. Ce que le Bénin a fait il y a 30-40 ans avec le palmier à huile et puis nous avons échoué. D'autres l'ont fait la même chose, ils l'ont fait un peu autrement, mieux géré. C'est un succès éternel pour eux. L'État investit, aménage les plantations, plante et met en concession. Et les jeunes, individuellement ou en petits groupes de 1 ou 2 ou 3 coopératives, signent avec l'État une convention de concession et ils deviennent exploitants. Ils en exploitent pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce faisant, les gens qui n'ont pas les moyens de faire l'investissement, parce que c'est important pour faire quelques hectares, il faut des millions. Les banques ne peuvent pas leur prêter. Si on prête à certains, ils vont bouffer l'argent, ils ne vont pas développer les plantations. Parce que beaucoup sont comme ça, on est devenu comme ça. Mais pour qu'on ne prenne pas le risque de leur donner l'argent, qu'ils le dépensent à autre chose, ou bien qu'ils fassent mal, nous allons mobiliser les experts, les engins, tout ce qu'il faut. On va développer ces plantations et on va leur donner. On va leur confier. Le mot concession, ça dit, ils sont propriétaires, quasi propriétaires. Et ils vont payer à l'État, à un moment donné, des petites redevances. C'est un moyen de contourner le besoin financier d'investissement, l'expertise pour les réalisations de ces choses-là, et contourner également nos travers individuels. Et quand un État fait ça pour ses concitoyens, il a utilisé l'impôt de tous pour créer du développement, de la richesse, des emplois. Ceux-ci vont produire. Nous allons au même moment commencer également à promouvoir l'industrialisation et l'État a décidé. C'est tout récent et ça va devenir une réalité dans les prochains jours. Si nous avons la confiance de nos concitoyens et
des industries qui ont été identifiées, pour lesquelles les études ont été déjà faites, vont commencer à voir le jour avec l'État comme un partenaire, parfois financier. Sinon, un État comme promoteur simple avec la mise à disposition des terres, des dispositions fiscales qui permettent aux investisseurs de venir. Dans quelques mois, la zone économique spéciale de Glodjigbe, si vous passez par là, vous allez comme voir que les aménagements ont commencé. Dans quelques mois, dans quelques années, Glodjigbe sera l'exemple du pôle industriel. Il y aura des dizaines et des dizaines d'industries qui vont voir le jour. Ça, mes chers amis, ce sera un début. Parce que quand le phénomène industriel commence à se déployer, ça attire d'autres. Quand vous allez vouloir aller investir dans un pays et que vous allez là-bas et qu'il n'y a pas une industrie, personne n'y va. Même si on vous dit que c'est bon, vous avez des craintes. Mais quand il y a 2, 3, 4, 5, 10, 20, ça crée un intérêt, ça ouvre les projecteurs sur vous. Et ceux qui ne connaissaient pas les avantages qu'il y a, ils vont commencer à regarder, ils vont découvrir, ils vont faire attention, ils vont dire, mais tiens, c'est une réalité. Pourquoi je dis ça? Nous avons pris des lois difficiles au Bénin pour assouplir le marché de l'emploi. Ça fait beaucoup d'histoire. Je vais donner un exemple. Nous avons dit que si on vient investir au Bénin et qu'on veut développer ces activités, on ne sera pas tenu par des lois qui sont dépassées et qui disent que vous employez quelqu'un pendant 1 mois, pendant 3 mois en contrat, ou bien 6 mois ou 1 an en CDD, si vous renouvelez une fois, après c'est fini, vous êtes tenu de le garder éternellement. Et que si pour une raison ou une autre, vous devrez vous en séparer, eh bien ça va vous coûter la faillite, la fermeture de votre entreprise. Et que quand les employés saisissent la justice pour, à la limite même, licenciement abusif, on peut condamner l'employeur à payer 50 ans de salaire à l'employé qui a été licencié. C'est ça la réalité, peut-être que vous ne le saviez pas. Et des entreprises dans ce pays ont été condamnées à payer 40 ans de salaire à quelqu'un, 50 ans de salaire à quelqu'un parce que la personne aurait été licenciée. Quand c'est comme ça, mais l'employé, il fait les efforts pour être licencié. Il va toucher 20 ans, 30 ans, 40 ans de dommages et intérêts, et puis il va aller faire autre chose. C'était ça la réalité de nos tests au Bénin. Et la justice a fonctionné comme ça. Quand c'est comme ça, personne ne vient dans votre pays investir. Personne. Nous avons modifié nos lois pour attirer l'investissement. Aujourd'hui, au Bénin, ce n'est plus comme ça. C'est vrai, on va dire, mais les nouvelles lois du Bénin ne protègent pas l'employé, ne protègent pas l'emploi. Mais il n'y a pas d'emploi, on veut protéger quoi? Il vaut mieux créer l'emploi, puis on verra après comment le protéger. Moi, je dis, je prends des tests pour permettre la création d'emplois. Nous verrons après comment les protéger. Mais je ne vais pas protéger 0 emploi. C'était ça, notre état d'esprit ancien. Prendre des tests pour protéger des emplois qui n'existent pas, qui n'existeront jamais. Donc, ces tests que nous avons pris, mais pour le moment, ça n'a pas encore fait d'effet, malheureusement. Les privés ne viennent pas encore investir au Bénin. Mais on les a identifiés, on a fait des séminaires, des rencontres et consorts. Ils commencent à venir. Et l'État va dépenser, va rentrer dans le capital des gens pour les amener à développer cette industrie, pour vous créer des emplois. Puis après, l'État va sortir. C'est pareil, hein? Nous allons bientôt, dans les prochains mois, populariser la politique du Bénin pour dire que même les jeunes qui veulent créer des petites unités, par innovation ou autre, créer quelque chose qui a peut-être besoin de 1 milliard de francs CFA. Il faut un capital de 100 ou 200 millions. Le garçon, il n'a pas 1 franc, mais il a une belle idée. On veut le tenter. L'État peut mettre de l'argent dans le capital avec lui.
aller au crédit, l'accompagner. Et si ça commence et qu'il est sérieux, l'entreprise commence à gagner de l'argent, l'État se retire au bout de 3, 4, 5 ou 10 ans. Et il devient propriétaire par le fait qu'il a une bonne idée, il est sérieux. L'État l'accompagne. Si nous ne mettons pas ces instruments en place, nous ne parviendrons pas à booster la création des entreprises pour créer les emplois de production, puis les emplois de support. Et c'est pour ça que, Marzouk, ce que nous allons faire, si je suis élu avec Mme Talata Makolistière, que nous formons l'équipe, la nouvelle équipe, nous allons faire 3 choses qui vous concernent. Ça a commencé, mais ça va aller plus loin. Améliorer d'abord. Ce n'est pas dit explicitement dedans, parce qu'on l'a dit dans le programme précédent. Il faut que maintenant, on améliore les conditions de vie des étudiants. 1. Ça a été un engagement du quinquennat dernier, mais vous avez raison, cet engagement, nous n'avons pas pu le tenir parce qu'il y avait d'autres choses à faire qui paraissaient plus impératifs que d'autres. Maintenant, nous allons améliorer vos conditions de vie, d'existence, de dodo. Là où vous allez pouvoir dormir, vous lever, travailler, apprendre, faire vos devoirs et aller dans les amphis. Il faut que les conditions d'hébergement des étudiants soient améliorées et c'est l'un de nos premiers chantiers sur lesquels nous allons nous engager dans les tout prochains mois. Le deuxième, ce sera améliorer le contenu de votre formation partout. C'est gigantesque. Nous avons le courage de le faire, nous allons nous y engager. On a commencé déjà et ça va s'intensifier. Ça veut dire quoi? Il faut améliorer la qualité de l'enseignement, principalement au niveau secondaire. Au niveau primaire, les efforts, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Moi, j'ai l'habitude de dire la vérité. On ne peut pas nous attaquer dans sa plénitude, à notre ambition, dans sa plénitude, à l'enseignement primaire, secondaire, universitaire. On aura beaucoup de mal à le faire en 5 ans. Nous allons continuer de pourvoir aux besoins de l'enseignement primaire. Davantage d'enseignants pour que nos enfants, dans les écoles, ne viennent pas s'amuser et qu'il n'y ait personne pour leur apprendre à lire et à écrire. Donc, au niveau primaire, l'ambition n'est pas grande, je vous l'avoue. C'est continuer les cantines scolaires, donner un repas chaud à tous nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. Nous allons passer à 100% des écoles dans nos villages, dans nos quartiers, pour que les enfants aient du plaisir à aller à l'école, qu'ils y restent et qu'on leur trouve un enseignant pour leur apprendre à lire et à écrire. La qualité de la formation au primaire laisse encore à désirer. Mais il faut beaucoup d'efforts pour réhabiliter la formation des formateurs avant d'entrer en fonction ou bien tout au moins en formation continue. Mais là où nous voulons faire des efforts remarquables, c'est au niveau secondaire. Nous avons commencé, vous avez pu voir, où nous avons dit, nous avons l'ambition de satisfaire tous les besoins en enseignant, mais en enseignant de qualité. Et nous avons commencé par tester le niveau des enseignants avant de les déployer sur le terrain, ce que nous appelions vacataires, et que maintenant on appelle aspirants. On a testé les niveaux, beaucoup ne sont pas bons. Ça a été le... Non, ce mot-là n'existe plus dans mon vocabulaire. Nous avons donc fait le constat que malheureusement, un grand nombre de nos enseignants qu'on appelle désormais aspirants, ceux qui veulent être dans l'enseignement, qui ne sont pas totalement qualifiés, mais qui pourraient le devenir, si on les accompagne, n'ont pas le minimum requis. Un professeur de maths, de sciences physiques, d'SVT, de français, d'anglais,
S'il ne connaît pas le minimum, on ne peut pas le déployer dans les classes. Quand on a besoin de 5 000, on teste 10 000, 15 000 personnes, on a à peine 500 qui sont bons. C'est la réalité. Oui, malheureusement. Le challenge est titanesque, Marzouk. Et nous avons décidé que dans tous les cas, nous allons, pendant les 5 ans à venir, renforcer la formation de nos jeunes, de vous et autres, dans ces domaines qui sont indispensables à une bonne formation au niveau secondaire. Les matières scientifiques, nous allons bientôt mettre en place des bourses pour inciter le grand nombre d'entre vous à aller dans les matières scientifiques, à aller dans les matières indispensables comme le français et l'anglais. Et ça, c'est quelque chose qui va commencer maintenant. Et nous pensons que dans 5, 6 ou 7 ans, un grand nombre d'entre vous seraient aptes, disposeraient des minimums requis pour aller tenir vos petits frères et petites sœurs qui vont entrer au collège dans les prochaines années. Et nous allons améliorer les conditions de travail, de salaire des enseignants des matières importantes. Oui. Moi, je dis la vérité. Mais si, à défaut de professeurs de matières scientifiques, nous sommes en train de tuer le pays, que les enfants n'ont pas le minimum pour aller dans les métiers de production, et qu'il faut vous encourager à aller dans ces matières qui sont parfois un peu plus difficiles que d'autres. Il faut que vous ayez, vous voyez dans la projection que moi je suis professeur de maths, ben je vais gagner beaucoup plus que celui qui est professeur d'une matière que personne ne voulait, que tout le monde voulait faire et que personne ne veut aller dans les maths. Il faut quelque chose pour rendre les matières scientifiques, l'enseignement des matières scientifiques attractif. Donc nous allons améliorer considérablement les salaires de ceux qui veulent bien aller dans les matières dans lesquelles nous avons une rareté d'enseignants. Et nous allons vous donner des bourses pour aller dans ces filières-là. Les autres qui ne sont pas, ils sont nombreux dans les filières où il n'y a pas manque. Ceux-là, ils auront des conditions de travail qui vont être améliorées de manière générale, comme tout le monde. Ils vont avoir des moyens de transport qui vont s'améliorer comme tout le monde. Mais ils ont l'assurance que quand le système global de production va s'améliorer, que nous allons avoir des industries, des commerces et consorts, ils trouveront leur compte parce que ceux qui doivent être à la base, au commencement, c'est-à-dire les métiers de production, que ceux-là, nous devons tout faire, nous tous, pour que ceux-là soient les premiers à commencer. Parce que s'ils n'existent pas, nous, on ne peut pas exister. Donc nous avons l'obligation, nous tous, d'œuvrer à ce qu'il y ait des métiers de production tout de suite. Si moi je fais marketing, il faut que je prie pour qu'il y ait des métiers de production. Pour que je puisse vendre les produits, ce qui sera produit sur le marché. À la limite même, nous allons accepter que nos impôts financent d'abord ceux qui seront dans les métiers de production. Avant que les métiers support ne trouvent d'intérêt et ne trouvent, n'existent et ne s'épanouissent. C'est pour ça que notre stratégie, c'est donc d'améliorer au niveau secondaire les prérequis nécessaires aux uns aux autres pour aller à divers niveaux dans les métiers de production. On peut sortir niveau terminal avec un minimum, être capable d'aller dans une centre de formation courte ou longue durée pour rentrer dans la vie active. On peut au niveau supérieur également continuer avec les prérequis des scientifiques nécessaires pour faire des métiers d'ingénieur. Donc, nous allons faire tout possible pour améliorer l'enseignement secondaire, quoi que cela puisse nous coûter. C'est ça. Le premier élément
de la réforme de l'éducation nationale qui va commencer massivement par le secondaire. Au niveau supérieur, nous allons, pour ce qui concerne l'université générale, ce que j'appelle la connaissance générale, nous allons améliorer vos conditions de vie, mais nous allons également challenger mieux vos enseignants pour vous donner plus de compétences, plus de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'avouer, je m'excuse auprès des enseignants du supérieur qui sont dans la salle, il faut avouer que l'enseignement supérieur n'est pas challengé. Que les enseignants du supérieur, pour un grand nombre, sont laxistes. Beaucoup sont mal formés eux-mêmes. Oui, j'assume. Beaucoup sont mal formés eux-mêmes. Et beaucoup font peu d'efforts. Nous allons instaurer, au niveau de l'enseignement supérieur, un dispositif de contrôle. Aujourd'hui, on peut inspecter les enseignants du secondaire. Nous avons décidé de réhabiliter le corps des inspecteurs, leur donner plus de moyens pour qu'ils vérifient bien ce que font les enseignants du secondaire. Mais on va l'instaurer également dans le supérieur. Ça paraît une blague, mais nous sommes en train de le faire déjà sur une réalité. Nous allons les rencontrer bientôt dans un séminaire si nous sommes élus, pour leur présenter notre ambition de mettre en place un dispositif pour les challenger. Ils vont donner leur avis. Nous allons convenir ensemble du modèle par lequel on mettra en place un dispositif de contrôle, de présence, d'assiduité, le contenu même, une fois qu'on s'est entendu sur les curricula de formation. Mais après, il faut qu'on s'assure que chacun a délivré sa formation exactement comme c'est prévu dans les curricula arrêtés. Mais aujourd'hui, personne ne le fait. Presque personne ne le fait. L'enseignant, il délivre, c'est vrai, c'est les super-héros de la connaissance, c'est vrai. Mais faut-il encore que nous soyons sûrs que chacun délivre ce sur quoi il s'est engagé de manière convenable. Et c'est pour ça que nous allons instaurer au niveau supérieur un dispositif de contrôle de l'enseignement délivré. Et puis, nous allons également instaurer un dispositif de qualification complémentaire par rapport au CAMES. Il ne suffit pas pour l'État de déployer les enseignements du supérieur juste parce qu'ils ont franchi, ils ont les sésames du CAMES. Nous allons instaurer un dispositif complémentaire d'évaluation interne. Et vous, les apprenants, vous allez intervenir dans le dispositif d'appréciation des enseignants. C'est prévu. C'est dans le test que nous voulons mettre. Professeur Nago, je sais que vous avez été très concerné par la matière et que ce que je dis vous donne peut-être un peu d'inquiétude, mais vous êtes d'accord? Le professeur Nago, que tout le monde connaît, est tout à fait favorable à ce que les apprenants soient sollicités dans un dispositif bien connu. On n'invente rien, ça existe ailleurs. Soyez rassurés, ça existe ailleurs. Ou bien les enseignants, les apprenants seront impliqués dans l'évaluation des enseignants. Toute chose destinée simplement, exclusivement, à améliorer la prestation des enseignants du supérieur. Donc, voilà un deuxième sous-chapitre de l'action au niveau de l'enseignement, pour améliorer la qualité de l'enseignement. Puis, le dernier dans ce domaine sera de pouvoir garder plus longtemps dans le système éducatif ceux qui se sont distingués, par exemple, dans la recherche. Parfois, des gens vont trop tôt à la retraite alors qu'ils viennent de capitaliser seulement maintenant l'expérience en matière de recherche. Nous allons créer une catégorie d'enseignants hors hiérarchie pour permettre aux meilleurs d'entre eux, à ceux qui se distinguent de la recherche, de rester plus longtemps au service de l'éducation et de la recherche au Bénin. Tout cela pour créer une nouvelle dynamique dans la qualité de l'enseignement au Bénin. Mais
le plus intéressant, le plus gros, et qui a commencé déjà, c'est que nous voulons que la plupart de nos enfants, de nos jeunes, soient formés au métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend 100 enfants qui sortent du système scolaire, niveau subalterne, ceux qui sortent avant le bac, ceux qui sortent au niveau bac, ceux qui sortent au niveau licence, niveau master ou niveau doctorat, quand on fait la somme de tous ceux qui sortent du système scolaire, sur 100, c'est à peine 3 qui sont formés au métier. Et dans ces 3, je mets encore les métiers intellectuels, comme les comptables. Je les mets dedans. Mais les métiers pratiques, c'est moins de 1%. Les métiers, ce que j'appelle les métiers de production. Combien sont formés réellement dans le secteur du bâtiment? Combien sont réellement formés dans le secteur de l'électronique, aux exigences actuelles? Combien sont formés au secteur de l'électricité, du froid, de la plomberie, au niveau élevé? Combien sont capables demain de fabriquer ce micro dans lequel je parle? Combien? Combien sont capables de fabriquer des lunettes que je porte? Ce chapeau que je porte là, combien sont capables de fabriquer au Bénin? Certes, on sait les broder, mais combien sont capables de fabriquer ce siège sur lequel nous sommes assis, chacun ici dans cette salle? Pourtant, ce n'est pas grand-chose. Dans cette salle, si on énumère les biens de consommation, les masques que nous portons, les cravates que nous portons, parfois même le peigne avec lequel chacun a peigné son cheveu, en dehors du soya, et encore même ça, comme ils sont fabriqués au Bénin, ça vient du Nigeria. Vous connaissez le soya, non? Vous savez que la plupart viennent du Nigeria, et même de Chine maintenant. Les Chinois n'utilisent pas ça, hein, ce n'est pas conforme à leur chevelure. Mais tout ça, combien au Bénin savent fabriquer l'allumette pour faire le feu? Combien?